Salut à tous, bienvenue dans Backcheck XXL. Et oui, des joueurs qui ne jouent pas au drop puck ce soir. C'est bien sûr l'image de la journée, le mouvement de protestation des joueurs de National League. On va y revenir avec nos invités, avec Laurent Meunier, avec Alain Miéville, avec Stéphane, bien sûr. Cette action choc donc sur toutes les patinoires et ces joueurs qui déplient des banderoles préparé justement par les fans pour laisser passer le message suivant: la relève est notre avenir, les fans notre soutien et notre vie, le hockey sur glace. Une action coordonnée, on l'avait évoqué sur ce plateau, Stéphane Rochette, évidemment, la possible action des joueurs qui se concertent, peut-être même, on avait évoqué le mot grève ou quoi que ce soit. On attendait une action, elle est quoi, enfin arrivée, on va dire ça? Ben enfin, c'est aux joueurs de décider, c'est enfin. Moi, je trouve qu'ils doivent marquer le coup, ils doivent montrer qu'ils sont solidaires déjà, ce qui n'était pas le cas, parce que tout le monde met en doute que cette association, elle existe, qu'elle a une légitimité, etc. Là, ils montrent qu'ils se sont tous mis d'accord sur le fait que, bon, on va pas se laisser faire, entre guillemets, ou on va demander d'être écouté. Pas se laisser faire, c'est peut-être un peu gros, mais on va demander d'être écouté. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction des joueurs, d'établir un partenariat entre les dirigeants qui sont en train de décider plus ou moins de leur avenir, et puis les joueurs qui doivent aussi dire, attendez, ça nous concerne aussi parce que c'est nous qu'on donne le spectacle. Et puis les joueurs de hockey, c'est pas comme les employés lambda, c'est difficilement remplaçable. Puis les gens payent pour voir les stars, les bons joueurs de hockey, donc il faut les écouter, c'est eux qui donnent le spectacle, il doit y avoir un partenariat. On a deux jeunes retraités là sur le plateau, un tour Alain que Laurent. Alain, franchement, c'est assez fou parce que nous, on ne savait pas si les joueurs étaient capables comme ça finalement de se mettre tous d'accord pour faire cette action-là. Hein, qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, je veux dire, c'est le moment. Parce que ça fait un moment qu'il y a cette association. Déjà, je crois en 2015, ça a commencé, si je ne me trompe pas, ou quand j'étais à Ambry. Donc, ça parle déjà depuis un moment. Mais là, qu'on montre que les joueurs sont unis, qu'ils fassent enfin entendre leur voix, que les joueurs doivent être présents lors de discussions comme ça. Même si on ne les écoute pas, ils doivent être présents pour donner un avis que jusqu'à maintenant, en Suisse, est complètement ignoré. Bon, moi j'ai quelqu'un qui est originaire de notre pays voisin, la France, où la grève, ça on connaît un petit peu, peut-être plus qu'en Suisse, peut-être plus dans l'ADN, on va dire, historiquement parlant, bien sûr, hein, c'est pas absolument une boutade, on va dire ça. Laurent, est-ce qu'on peut imaginer d'aller plus loin? Parce que les dirigeants de club, ils vont peut-être trouver ça, ils vont applaudir des deux mains, très joli, etc. Mais si la banderole ne suffit pas, on va devoir durcir le mouvement? C'est à eux de décider, mais c'est possible. Je pense qu'il faut que ça soit dans leur manche, on va dire. Il faut que ça soit quelque chose qui puisse faire peur un peu, on va dire, aux propriétaires et à la National League SA. Parce que c'est vrai que c'est peut-être qu'ils vont dire « OK, ils sont unis, mais en fait, au final, on décidera ce qu'on veut ». Et après, je pense qu'il faut qu'ils puissent avoir ce genre de recours pour pouvoir avoir du poids dans les négociations. Je pense qu'il ne faut pas juste... il faut aller plus loin un peu, je dirais, que ce que disait Alain. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils aient du poids et qu'ils soient écoutés. Ils ne peuvent pas juste dire un avis, on dit « OK, c'est bien, vous êtes gentils, mais c'est nous qui décidons ». Non, ils font partie du business, on va dire. C'est les joueurs stars et ils doivent être écoutés, je pense. Ça, c'est une certitude pour moi. Alors, on a vu sur les images, justement, l'image du jour, un certain Jonas Hiller, le président du syndicat, finalement, des joueurs. Nos collègues de la rédaction alémanique sont allés leur tendre leur micro pour lui poser, justement, diverses questions. Et il nous explique, finalement, le sens de l'action du jour. On va l'écouter. Ja, ich glaube, es ist wirklich ein Protest. Meiner Meinung nach ist es mehr einfach ein Zeichen, das die Spieler wollen setzen, um zu sagen, uns liegt das Schweizer Hockey am Herzen und wir haben Sorgen um unser Schweizer Hockey und
viele Sachen, die jetzt laufen, sind der Spieler Meinung nach einfach falsch und helfen dem Schweizer Hockey nicht. Und darum haben einfach die Spieler gesagt, nein, wir können nicht einfach nur da hocken und zuschauen und einfach hoffen, sondern wir wollen etwas, ja, wir wollen unsere Meinung zeigen. Und gleichzeitig sind auch noch Fans, die in einer ähnlichen Situation sind, wo ihre Meinung teilweise gar nicht dürfen äußern, wo Banner nicht dürfen in das Stadion aufhängen. Und darum ist eigentlich die Aktion so ein bisschen zusammengewachsen. Ja, darum haben auch die Spieler wirklich Banners, die von den Fans gemacht worden ist, aufgehoben mit eigentlich einer positiven Message, weil es geht wirklich um Schweizer Hockey und ja, ich glaube, ja, es ist nicht irgendein Protest gegen irgendetwas, sondern eigentlich für die Zukunft des Schweizer Hockey. Voilà, en gros, hein, et merci beaucoup Mickaël pour la traduction, il a dit, il y a le mot positif finalement qui revient, que ce n'est pas un protêt, que les joueurs veulent donner justement un signe fort. D'après les joueurs, il y a beaucoup de mauvaises décisions qui sont prises en ce moment. On peut rester là et ne rien faire, mais les fans vivent la même situation. Ils ne peuvent pas s'exprimer, eux, dans les patinoires actuellement. Ça reste donc un message positif pour le hockey sur glace et non contre le hockey sur glace. Et du reste, c'est les fans, faut-il le rappeler, qui ont préparé justement ces banderoles qu'ont déroulées les joueurs. Puis maintenant, dans une deuxième partie de l'interview, il va évoquer justement les raisons. On l'écoute. Wir sind in einer Krise, die Spieler müssen Lohn abgeben, gleichzeitig werden die Spieler transferiert, neue Ausländer unterschrieben, obwohl es keinen Absteiger gibt und nachher wird hinten ohne irgendwie die Spieler mit integrieren, einfach noch Sachen wie Ausländerregelungen neu entschieden und wo einfach die Spieler gesagt haben, ja nein, es kann ja nicht sein, dass wir einfach ja, nur nach der anderen ihre Pfeife tanzen, weil wir sind ein grosser Teil von diesem Produkt und Alors il évoque le mot crise, hein. Il dit que les salaires sont en baisse, que des joueurs se font transférer, des étrangers sont engagés alors que finalement il n'y a pas de relégation, des décisions sont prises sur le nombre d'étrangers sans finalement impliquer les joueurs, et tu en parlais Stéphane, les joueurs qui ne sont pas d'accord peuvent seulement finalement suivre, ils veulent plutôt agir, ils veulent faire partie finalement intégrante de cette grande famille, de ce business qu'est le hockey sur glace. Ça sonne un peu quand même, Stéphane, comme un avertissement. C'est un avertissement. Écoutez, c'est un avertissement gratuit cette fois-là. Et moi, là, on parle des fans. S'il y avait des spectateurs dans les patinoires, est-ce qu'il y aurait eu... Bon, les spectateurs debout auraient sûrement protesté avec des banderoles, etc. Mais moi, j'ai l'impression que tant qu'on ne touchera pas au porte-monnaie dans un monde normal, je prends l'exemple de l'IHF. Qu'est-ce qui a décidé l'IHF d'annuler le championnat du monde en Biélorussie? Les sponsors. Les sponsors. Qu'est-ce qui pourrait faire changer d'idée les présidents ou les CEO? Ils ont déjà eu une séance là-dessus. Parce que s'il y a certains sponsors, gros sponsors, les gens qui remplissent les loges, parce que l'augmentation des revenus, ça vient des sponsors, des VIP, etc., comme à NHL. Ça, c'est l'avenir pour augmenter les revenus. Si eux disent, plusieurs d'entre eux majeurs disent, nous, là, on ne vous suit pas, les gars. Là-dedans, là, nous, on se retire. Oh, là, c'est le porte-monnaie. Et là, on a beau dire ce qu'on veut, les gens peuvent chanter ce qu'ils veulent, etc. Si on touche le porte-monnaie, c'est toujours la même chose. Peut-être que ça peut se faire changer. Moi, je pense que ça peut passer par là. Et si les joueurs réussissent à mettre les gros sponsors de leur côté, l'effet conjugué pourrait être important. On va avoir une réaction encore d'un joueur, hein, justement actif. Il était sur la glace, il est capitaine du HCBN sur cette thématique. On va écouter Kevin Fay. Kevin Fay, ce soir, sur toutes les patinoires de National League, il y a une action commune. Quel était le message à faire passer? Je pense que le message, c'était déjà tout d'abord pour dire c'était un ensemble avec les fans, les joueurs, la CIPU notamment. C'est le syndicat des joueurs qui est en train de se créer, de grandir. Je pense que l'envie qu'on avait, c'était de faire passer le message qu'on aimerait survivre à cette crise tous ensemble, les joueurs, fans, sponsors, qui que ce soit, que nous, la CIPU, quand je parle de la CIPU, c'est tous les joueurs de Liga, on aimerait faire un pas en avant, on aimerait être partie de ce produit du hockey sur glace. Et puis c'était ce message-là qu'on voulait faire passer. C'était pas pour faire une grosse confrontation ou quoi que ce soit, il ne faut pas le prendre mal. Mais je pense que c'était le moment, une fois, de nous tous, on s'est mis tous ensemble avec les fans pour faire passer ce message que si on tient tous bon, on a renoncé à beaucoup, on sait aussi les dirigeants, ils font beaucoup pour nous, les fans, ils font beaucoup, qu'on passe cette crise ensemble. Et puis pour le futur, le produit du hockey sur glace, qu'on aimerait pouvoir en parler tous ensemble et puis faire un beau truc. Justement, vous dites que vous êtes tous ensemble, la saison, vous êtes adversaires. Là, que ça soit tous ensemble, c'est un geste fort quand même.
Ouais, justement, je pense que ça montre aussi qu'il y a l'unité dans cette crise, qu'on est tous là pour notre club, puis en même temps on est tous là pour se soutenir les joueurs sur la glace. On a un combat à mener, chacun va être premier, chacun veut gagner, mais à la fin on veut aussi faire améliorer ce produit hockey sur glace, tous ensemble, les médias, les sponsors, les fans, nous les joueurs, les dirigeants, on a envie que ça grandisse, on peut prendre du positif de cette crise. Ça va prendre du temps, mais je suis convaincu que si on se met tous ensemble, on communique bien, on fait ensemble, je suis convaincu que chacun va être gagnant, puis on va avoir des très très beaux matchs dans le futur. Merci pour vos explications. Merci aussi. Laurent Meunier, Alain Miéville, imaginez, vous êtes assis à la table des dirigeants de clubs en tant que représentant du syndicat des joueurs. Les clubs vous disent, écoutez, c'est simple, il faut gagner 20% de moins ou 30% de moins, vous devez l'accepter. Vous négociez sur quoi, Laurent ? Sur quoi, en quoi ta présence, finalement, qu'est-ce que tu peux apporter, qu'est-ce que tu peux discuter ? Après, il faut connaître les chiffres. Ils nous disent qu'il faut savoir exactement si c'est déjà vrai, sur quoi ils se basent pour discuter. On ne peut pas nous dire on a 20%, on ne peut pas vous montrer les chiffres parce qu'il faut nous croire sur parole. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans ces cas-là, il faut vraiment savoir combien il y a de recettes, combien il y a de dépenses. Et en fait, au final, on regarde ce qu'il y a. S'il y a un gros déficit et qu'on va dans le mur, je pense qu'après, les joueurs, ils ne sont pas bêtes. S'il n'y a plus de produits, il n'y a plus rien, ça va contre eux. Donc il faut bien connaître tous les chiffres, sauf qu'à mon avis, je ne sais pas si les clubs, ils vont bien vouloir divulguer les chiffres. En NHL, c'est clair, il y a tout qui est partagé, mais même pendant les discussions, il y avait quand même des problèmes sur quoi rentrer dans quoi, et c'est très compliqué. En NHL, c'est du 50-50, c'est 50% pour par exemple pour les salaires des joueurs, et le reste est pour on va dire l'ensemble des propriétaires. Donc après, eux, c'est vraiment une ligue qui est fermée. C'est un peu peut-être différent, mais c'est des choses qui sont à débattre. Et quand on est à table, par exemple, avec eux, on est obligé il faut avoir les données en main quand on négocie. Et ça, c'est important. Alain, avoir les données en main, et puis on sait en NHL, après, t'as quoi ? On va arriver vers un contrat type, finalement, de joueur de National League, avec t'as le droit de discuter de tes frais, etc. Ça, on verra. Après, moi, c'est ce que je dis depuis un moment. Le modèle économique suisse ou le produit suisse, OK, ça reste qu'en Suisse. Donc, au bout d'un moment, là, je pense qu'on arrive bientôt au maximum des salaires qu'on peut donner. Qu'un joueur, s'il y a beaucoup de joueurs qui vont toucher 7, 800, le million, pour moi, c'est exagéré en Suisse. Parce que si on prend l'exemple du foot, à l'IB, ils peuvent le donner parce qu'il y a la Champions League, c'est vu dans l'Europe. En Suisse, ça restera qu'en Suisse. On va en Allemagne, en Autriche, dans les pays scandinaves. Je veux dire, combien de personnes en Suisse regardent la Ligue des Champions du hockey? Il y en a très peu. Donc, au bout d'un moment, on arrive au maximum. Et puis, on voit que chaque année, les clubs, ils tirent la langue pour boucler le budget. Donc là, on arrive au maximum. Après, comme Laurent il a dit, c'est clair qu'il faut connaître les chiffres pour pouvoir discuter. Et on verra ce que ça va donner au niveau de l'avenir. On est peut-être qu'au début, finalement, de ce bras de fer, peut-être, ou un autre mot, en tout cas, de cette histoire. Mais si on va plonger quand même dans cette soirée de National League, il y a eu du hockey, il y a eu des buts, il y avait 5 rencontres, et on va commencer par un petit Davos-Zug. Vous allez voir, ça a tourné au cauchemar, cette rencontre pour le HC Davos, puisqu'ils vont déjà être menés de 2 buts après 20 minutes de jeu. Torel à la 9e, qui va ouvrir la marque. On rentre un peu comme dans du beurre. Et finalement, c'est la deuxième vague qui permet à Torel, sur ce travail de Nick Shore et de Marchini, d'ouvrir la marque. Pas qu'à la cage, un rebond. Donc, visiblement, les rebonds ce soir étaient très favorables à Zug. Et Maillard, qui n'a pas joué énormément cette année, là, il se fait défoncer encore une fois. Ouais. Non, mais c'est vrai, honnêtement, les matchs qu'il a joués, il n'a pas super bien paru. D'ailleurs, l'autre a joué plus de matchs que lui jusqu'à maintenant. On a été le chercher quand on va faire le gardien numéro 1. Il n'est pas clairement le gardien numéro 1. Là, il ne peut pas faire grand-chose, vous allez me dire, mais c'est un soir où tout tournait. Et Davos, là, il y a eu un petit moment où ils ont bien carburé. Ils étaient revenus, mais là, ça fait plusieurs matchs qui sont vraiment en dessous. Santeller qui va marquer le deuxième, assist de Torel et de Marchini. Cette équipe de Zug, encore et toujours, chaque soir, messieurs, Laurent, on a des buteurs, mais on a je ne sais pas combien de différents à chaque fois, quoi. Ouais, c'est une belle machine. Ça tourne, on va dire, sur plusieurs cylindres. Et tout le monde peut marquer. Ils ont des lignes qui sont efficaces. Bon, après, Davos, ils ont quand même, défensivement, cette année, c'est quand même vraiment suspect. Et les matchs qu'ils gagnaient, ils les gagnaient 7-5 quand ils ont eu leur bonne période. Et on voit encore... c'est vrai, on parlait du gardien, mais l'ensemble il n'est pas aidé, le gardien.
Non, il n'est pas aidé. On va voir en deuxième tiers que ça ne va pas s'améliorer puisque Geiser va marquer le 3e. On est à la 23e minute de jeu. Geiser 23e. Zender à la 25e sur un assist d'Albrecht. Peu qu'au but, ça entre. Merci. Au revoir. Les joueurs de Davos, là, ils ont tous pris des photos. Hein. Ils prenaient des photos de leurs gardiens, les gars. Vous avez vu ça? Bon. Non, mais... Après, quand on regarde l'équipe de Davos ce soir, il y a Kinsley qui joue devant. Il y a 2-3 joueurs que première fois que je vois leur nom. C'était pas le Davos au complet non plus. Puis je pense qu'en dessous, ça pardonne pas. Canova, Rousseau, mon Dieu. Il y avait des jeunes, hein? Ouais. À l'image de cette 4e réussite signée Zender, une des révélations de cette saison. Puisqu'on ne l'attendait pas, évidemment, à pareille fête, n'est-ce pas? Non. Il faut avoir une utilisation du mot révélation avec parcimonie. Barofner, le 5-0. Merci. Où est la défense? Ça va revenir. Petite déviation, 5-0. Et là, on se dit que la soirée va être longue. On a la mi-match. Ouais, ils sont spectateurs, là, on voit, c'est le même. Ils sont les 5, ils sont posés, on appelle la boxe, ils ne bougent pas, ils regardent et il y a un rebond, shoot, goal. Marqué du gant, mais quoi qu'il en soit, c'est valable, Stéphane. Ouais, tu as la vidéo, longuement la vidéo pour dire finalement que ce qui était assez évident, c'est que c'était un but. Stéphane Hurliman qui a donné ce but, c'est un ancien joueur, sa belle carrière, qui est monté très rapidement comme arbitre. Et Giannoni qui va être battu du patin, Jean-Pierre, mais ça va être validé, Stéphane, parce que ça, ce n'est pas un kick. Rappel du kick. On n'en est pas loin. On va dire que c'est pas un assez gros kick pour que ce soit un kick, on peut le dire comme ça. C'est un petit kick, parce que c'est un demi-kick, parce que tu nous as clairement expliqué, Stéphane. Est-ce que tu peux rappeler le lever, botter? Alors, c'est ce que... Moi, c'est pas mon explication, c'est l'explication qui a été donnée aux arbitres dans un meeting. Un botté, un kick, c'est lever, toucher, lever. C'est 5. En gros, c'est ça. S'il n'y a pas ce mouvement absolument clair de pénalité ou faute, en fait, c'est un but. Une interprétation qui est beaucoup plus laxiste qu'en NHL. En NHL, on est beaucoup plus sévère qu'ici. Là, on l'aurait refusé en NHL, celui-là? Probablement. Je pense, moi, j'en ai vu plusieurs là, qui en NHL qui étaient de ce genre-là qui ont été refusés. Moi, typiquement, il y a vraiment un mouvement. Après ça, est-ce que c'est redirigé ou c'est kick? Alors, ici, en Suisse, on redirige presque tous les pas. Voilà. Non, mais ça, là, l'explication, c'est ça. C'était fort et clair. Merci beaucoup, mon général. Merci. Allez, on va continuer avec le 5-2, enfin le deuxième but, surtout de Nygren en supériorité numérique, qui va réduire le score, qui trouve le petit trou de souris. Je crois que Giannoni, c'est toujours pas où il est, mais Nygren, on connaît le tir. Parce que Nygren, c'est un peu celui qui sort du lot en général quand même. Alors... Ouais, exactement. Et non, là, il la met exactement où il faut. Bon bloc de la part du joueur devant le gardien. C'est Corvi, c'est pas Nygren. Merci. Corvi qui marque un peu plus de buts récemment. Lui qui a l'habitude d'avoir 5 buts par année et 50 passes. Là, il marque un petit peu plus de buts. Mais... Il aurait passé souvent sur cette action-là. Presque tous ses buts en powerplay. Ouais. Les buts en powerplay, pas les passes, mais les buts. Kovar qui va aller marquer le 6e. Là aussi, on va aller voir la vidéo parce qu'on aime bien aller voir la vidéo pour une déviation qui est, je sais pas, du genou ou du patin. Du patin aussi. Là, pour y voir un kick, il faut quand même. On est bien d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle un moving skate. Quand le joueur il freine sur le puck, c'est un but. Ça a toujours été un but. Ce n'est pas une interprétation laxiste de cette année. C'est ce qu'on appelle un moving skate. Et puis tu parlais justement de Maillère. Regarde Robert Maillère. Oh là là, il est là, il a plus sa canne. Il fait un bateau retourné là, Laurent. Et c'est le 7e de Klingberg. Alors, pauvre Maillère, c'est vrai que... T'as vu ce buddy check là, puis regarde là. Le défense... Tac, va manger la glace un peu. Bim. Le défenseur de Davos avait accroché dans le joueur de Zouk qui a tout embarqué et après, c'était compliqué. Il a tenté de l'arrêter quand même sur le dos, tortue inversée. Je sais pas comment on appelle ça. Il a le temps de se remettre debout, hein, il me semble. Moi, je pense qu'il en a ras le casque. Je sais même pas s'il n'a pas voulu mettre un coup de poing à un gars au passage. C'est ça. Je pense que c'était pas une bonne soirée pour lui. Hein. Non, pas parce qu'il n'a pas été mauvais, là. C'est pas ça que je dis, mais quand tes gars ne jouent pas devant toi, là, ça devient compliqué. Une petite statistique intéressante, celle des tirs au but, 51 tirs à 18 pour Zouk ce soir, dans le genre de partie où il n'y a pas eu photo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais... 51, c'est beaucoup de caoutchouc. Mais le record, on est loin du record. Hein. C'était Fribourg. Fribourg, oui.
D'abord, Contre Davos, d'ailleurs. Contre Davos, d'ailleurs. Bon, des chiffres qui ne sont pas les mêmes. Hein. Les statistiques internes de Davos sur ce match-là, ce n'était pas les statistiques officielles. Donc, des fois, ça change un petit peu. Mais à la fin du match à Fribourg, il y avait 68 shoots. Quelques heures après, 66. Puis le lendemain, 63. Ouais, mais après, tout cumulé avec les shoots bloqués, tout, ça arrivait presque de 100, je crois. Hein. Ouais. C'était ça. Vous parlez de Fribourg-Gotteron. On va en parler évidemment de Fribourg qui allait jouer à Bienne ce soir. Bienne-Fribourg, c'était le deuxième match qui nous intéressait le plus. Et là aussi, il s'est passé pas mal de choses dans cette rencontre. Rencontre qui a eu un peu deux visages. On avait vu Fribourg prendre largement le large en menant 3-0 la veille face à Ambry après 20 minutes de jeu. Là, c'est Bienne qui va marquer l'unique but de ce premier tiers par un certain Tony Rayala. 200e point quand même avec Bienne. Et Alain, sur une déviation, c'est assez rare, parce que Rayala, c'est plutôt le roi du one-timer, normalement. C'est clair, normalement, c'est l'inverse. C'est lui qui fait les shoot-pass comme ça. Mais là, il était devant le but, c'est une belle déviation. Mais Kevin Fay, là, il est excellent à la ligne bleue pour repérer ses coéquipiers, pour les shoot-pass, comme tu dis. Là. J'ai commenté 2 matchs de Bienne récemment. Là. Constamment, il réussit à trouver les cannes de ses coéquipiers devant la cage. Et ça, c'est pas évident. Hein. C'est une belle qualité, ça. Wow. Très bonne vision du jeu de la part du capitaine du HC Bienne. 1-0. La réaction de Fribourg-Gotteron en deuxième période. Alors que Bienne a une grosse possibilité à 5 contre 3, mais c'est finalement Fribourg qui va revenir avec un certain Kylian Motet. 21 buts. Est-ce qu'on peut parler de révélation de la saison, Laurent Motet? Non, on ne peut pas parler de révélation parce que c'est un joueur qui a quand même qui a fait déjà des belles saisons. Mais par contre, tout réussit pour lui. Il joue extrêmement bien. Il est extrêmement précis dans ses shoots. Je trouve qu'il a vraiment une belle qualité de shoot cette année. Il shoot bien et il s'entend super bien avec Desharnais, quoi. Bon, il va avoir une passe, mais Kylian, sur le deuxième but, si je ne me trompe pas. Regardez ici, c'est lui qui va récupérer cette rondelle. Non? Est-ce qu'il a une passe? Si, il a une passe avec Desharnais sur le 2-1 de Yannick Heron. OK, je ne suis pas certain qu'il a touché au puck, en tout cas là, peut-être un petit peu plus tôt. Mais il y a une deuxième passe. Et peut-être qu'Alex a posé la question toute la journée à tout le monde qu'il a croisé. Est-ce que Kylian Motet, c'est une révélation? Alors, c'est toi, tu es le seul qui n'a pas posé la question. Est-ce que Kylian Motet, c'est une révélation cette année? Alors, Qu'il soit premier compteur de la Ligue, je pense. Après, sur le fond, comme Laurent a dit, il a déjà fait des belles saisons. Des demi-belles saisons. Donc, on s'entend que révélation, c'est peut-être un peu trop parce qu'il a déjà été bon avant, sans être aussi bon que ça. Voilà. Bon, voilà. mais moi, je suis journaliste, je pose la question, je n'apporte pas une réponse, Stéphane. On fait un sondage. Yannick Heron, est-ce que c'est le réveil de Yannick Heron doublé ce soir? Laurent, prends-moi. Ouais, bon, il doit avoir 10 buts cette année. Il est un peu, pas tout le temps constant, mais bon, il met ses buts. Après, voilà, quoi. Il est présent. Il avait fait un très bon début de saison et c'est vrai qu'il avait été un peu moins bon après. Peut-être que ça va le réveiller, ces 2 buts, et ça va faire du bien pour Fribourg, qui a beaucoup de munitions cette année pour marquer. Moi, on a vu Jorg aussi qui a marqué et Yannick Heron le 4e. Ça sera le dernier but de ce match. Rien ne sera marqué quand même dans la 3e période. Ah non, mais il y a un no-goal avant de Bikoff. On va le voir, me semble-t-il, parce que là, il y a un hors-jeu. Et Stéphane, pour ceux qui n'étaient pas avec nous pendant la soirée, d'abord, il faut revoir ce but parce que franchement, c'est dommage qu'il y ait hors-jeu parce que le mouvement à la Lévy de Desharnais, il est splendide. Ouais, comme on a dit avant, le mouvement, là, il y a tout qui a été bien fait sur cette action. Puis c'est dommage pour André qu'il n'est pas validé. Maintenant, si ce but aurait été marqué l'année prochaine, il serait validé. Oui. C'est ça, 2022, c'est validé? En 2022, ça devrait changer. Donc, si le joueur a le patin au-dessus de la ligne bleue, et non pas en contact avec la ligne bleue comme c'est le cas actuellement. Si un joueur, dans un avenir proche, quand le joueur aura le patin au-dessus, il sera considéré comme en zone neutre, donc bon but. Encore faut-il évidemment que la caméra soit positionnée exactement sur la ligne bleue. Pourquoi, Stéphane? Parce qu'elle est faite parallaxe. Donc voilà, pour avoir l'impression que on n'arrive pas à voir si vous êtes en angle, c'est compliqué. Voilà. Et plus la jambe est haute, plus l'effet parallaxe est grand. Ouais. Après, il doit y avoir des techniques quand même de pouvoir projeter, en sachant l'angle de la caméra, et de pouvoir projeter des lignes droites en fonction de ça. Là, c'est honnêtement, 2-3 calculs à faire. Je ne pense pas que ce soit compliqué à faire. Mais bon, on va réviser notre trigonométrie. Tu serais surpris des fois comment on se complique la vie. Hein. On va voir ça. Cours de trigonométrie, messieurs, mais avant ça, réaction à l'issue de cette victoire. On l'a vu, double buteur. On va écouter Yannick Heron. Yannick Heron, vous renversez le match dans le deuxième tiers en marquant 4 buts. Comment vous expliquez que c'est rentré si facilement? Je pense qu'on a un peu, il nous a manqué un peu le départ d'aujourd'hui. Je pense
Ouais, on a dû montrer une réaction après le premier tiers et puis je pense qu'on a réussi. Justement, quels ont été le discours de Christian Dubé durant la première pause? On n'était pas très contents. Et puis je pense, nous non plus, je pense qu'on n'avait que 4 shoots sur le gardien. Puis ça, c'est pas assez. Je pense qu'on a bien tourné le match après. Puis on a joué facile, on a shooté les pucks sur le gardien, on a battu pour les pucks. Et puis je pense, comme ça, on a bien un peu gagné ce match. Merci beaucoup, Yannick Herron. Merci à vous. Alors, oui, la discussion de vestiaire qui aurait porté ses fruits du côté de Fribourg. Qu'en est-il du côté de Bienne après cette défaite? Écoutons Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, vous étiez devant après le premier tiers. Il y a ce blackout dans le deuxième où vous encaissez 4 buts. Comment vous expliquez ça? Bonne question. Je pense qu'ils ont attendu pour leur chance. Ils ont joué défensif hermétique, puis ils ont capitalisé sur leur chance. Mais pas qu'on mérite de jouer, mais ils n'ont pas joué un gros match non plus. Donc ça a été un match ennuyant dans l'ensemble. Vous parlez d'une défense hermétique de Fribourg. On l'a surtout vu en troisième période, où là, vous êtes vraiment cassé les dents sur les Fribourgeois. Exactement. Ouais, ils ont joué pour gagner, puis ils ont pris une avance de 3 buts contre Taubera. C'est très difficile de revenir dans le match. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci. Oui, le portier fribourgeois qui a fait le job. Et Stéphane, au niveau des statistiques des tirs, une nouvelle fois. 37-23 en faveur de Bienne. Donc, Berra a été excellent. 1 but sur 37 shoots et grosse efficacité de la part de Fribourg. 4 buts marqués. Tu l'avais dit, 6 tirs en première période. On n'a pas tiré énormément en plus les 2 autres périodes, honnêtement, mais on a été efficace. On a marqué des beaux buts. Voilà, des fois, ça ne suffit pas de tirer. Il faut tirer fort et bien. Et là, surtout là où il n'y a pas le gardien. Absolument, merci Stéphane. Et maintenant, on va faire une petite pause dans cette soirée de National League. On va te retrouver, magie de la télé, souriant, bronzé. C'était cet été du côté de l'Aisin pour l'épisode 5 des Skills. Et on va parler avec Doug Boulanger d'entrée de zone. On regarde ça. Alors aujourd'hui, avec Doug, on va parler des entrées de zone. Et Doug, l'entrée de zone, c'est très, très important pour générer de l'attaque. Oui, effectivement. Dans l'exercice qu'on voit, les joueurs cherchent à venir trouver le point d'engagement. Donc, les points d'engagement te permettent de faire reculer les défenseurs, mais aussi de prendre l'intérieur, ce qui crée de l'espace sur l'extérieur pour éventuellement faire leur jeu. Le jeu de pied est très important, donc le croisement intérieur pour faire croire aux défenseurs que tu vas vers le centre et tout de suite passer sur la canne, donc venir chercher de l'espace près du défenseur pour le faire hésiter sur son jeu, sur sa défense, pour lui faire prendre une décision en fait. On voit les joueurs croiser sur l'extérieur directement et les contourner. Donc ce qui est important là-dessus, c'est de comprendre que l'entrée de zone, on veut que les défenseurs soient le plus collés possible à l'intérieur de la glace pour qu'on ait de l'espace sur l'extérieur pour exécuter les jeux et prendre les bonnes décisions. Par la suite, sur le deuxième exercice, ce qu'on voit, c'est les joueurs qui, une fois être entrés dans la zone, s'étaient créé de l'espace. Là, on va chercher à protéger son puck et à conserver au mieux possible avec son corps. Donc, les joueurs rentraient d'intérieur, revenaient sur leur pas pour créer une séparation avec le joueur adverse et se mettaient tout de suite en mode protection de puck pour soit attaquer la cage ou soit effectivement pouvoir faire une passe pour attaquer le goal. Voilà. Merci beaucoup, Doug. Doug Boulanger, Stéphane Rochette, c'était en direct de l'Aisin. Merci. Hey, juste le droitier qui fait les exemples, le joueur droitier, là, dans les deux, c'est Iñaki Barragano. Il a joué avec les U20. Il a signé un contrat professionnel à Rapperswil. Juste en passant. Tu veux juste éviter le fait que tu aies dit en direct de l'Aisin, alors personne n'y croit. Au moment où je l'ai dit... Stéphane, il est 22h47, on le voit, il fait jour. Au moment où je l'ai dit, j'étais en direct. C'est pas crédible, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible, c'est la magie de la télé, je sais, mais il ne faut pas exagérer, les gens ne sont pas... Voyons Stéphane, non, un petit effort quand même, s'il te plaît. C'est vrai. C'est la dernière fois. Ça n'a pas marché. Je te dis, c'est la dernière fois. On est d'accord hein? Sinon, c'est 10 minutes. Exact. OK? Bon, allez, c'est parti. On repasse à Rapperswil-Zurich. Une rencontre qu'on a suivie quand même d'un œil. Pour ceux qui avaient pronostiqué une victoire de Rapperswil, c'est loupé. Parce que Zurich a pris alors largement les devants dans cette partie. Avec tout d'abord un premier but à la 16e minute de jeu. Sigrist qui va faire une déviation. Regardez ça, messieurs. Hop là!
Ça, parfois, c'était presque un freinage de puck plutôt qu'une déviation, mais quoi qu'il en soit, c'est efficace, alors. C'est beau, c'est un joli lob. Oui. Déviation lob, c'est pas mal, non? C'est une belle déviation. Non, mais le jeune Sigrist, là, je vais vous dire, il fait une belle saison. C'est un tout jeune, là, il a 21-22 ans. Vous le regardez aller, là, vous dites « wow », mais il est très intelligent. Très intelligent. Il joue de l'excellent hockey. Il y a un autre joueur qui est très efficace avec les ZSC Lions, c'est Ryan Lash. Alors là, il peut récupérer un puck, évidemment, un rebond, mais il score quasiment à tous les matchs pour les ZSC Lions. Alors, c'était une très bonne recrue. Bon, on le connaissait, c'est un très bon joueur. En Suède, il avait toujours été très efficace et il confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Oui, mais c'est ça, tu dis Hero est plus là, t'as Kruger qui est pas là, non plus du côté de Zurich, on va chercher des étrangers, des Getseke Lions, et puis Lash aussi, il est là, je veux dire, ils ne perdent pas le rendement non plus, hein, Zurich. On va le voir là, dans la suite de cette rencontre, 3-0 à 4 contre 5. Il faut dire qu'ils vont marquer 2 fois à 4 contre 5, ils vont un peu scier les jambes. Et c'est un joueur, et franchement, on n'en parle pas beaucoup, mais Patrick Guéring, au niveau des points, qui fait une excellente saison. Hein. Excellente saison aussi, quoi. Il est combien de points? Je ne l'ai pas en tête, mais il y a une vingtaine de points. On va retrouver... Non, mais on va retrouver ça, mais c'est plutôt, voilà, c'est un joueur qu'on retrouve, plutôt l'habitude de le retrouver sur powerplay, au niveau des assists et ce genre de trucs. Bon. Donc il y a 4 contre 5. Après, c'est le capitaine de l'équipe, c'est un des plus vieux de l'équipe. Puis il ne faut pas oublier que Zurich, c'est une sacrée machine. 23 points pour lui. 23 points. 6 plus 17 assists. Facile. C'est beau. Ah, je passe ça pour le défenseur, excuse-moi. C'est très bien, il est toujours là, bonhomme. L'année passée, il était un petit peu en dessous, mais c'est comme Mathias Seger. Hein. C'est un gars qui joue facile, a une bonne glisse, vieillit bien, très intelligent. Et là, on allait voir la vidéo, mais ce but qui va être validé, cette réussite, signé André Ghetto pour le 4-0. Monsieur but du côté de Zurich. OK. On voit pas le puck, mais on voit qu'il est derrière la ligne. Il le récupère. Si on sait qu'il est dans le gant et le gant est derrière le poteau. Ouais, ça me semble. Ouais, c'est exactement ça, Stéphane, non? Oui, mais faut que tu saches, ouais. On va pas relancer le débat. Non, de toute façon, ça ne concerne pas un club roman, donc pas de polémique. 5-0, Prassel, une nouvelle fois à 4 contre 5, alors qu'il reste 34 petites secondes. Du coup, Bader, bye-bye, il ne va pas revenir en troisième période. Futur Davosien, Prassel. Hein? C'est Rocho qui va y jouer pour la troisième période. Ça fait partie des jeunes que Raffiner a signé à Davos puis qu'il doit regretter. Parce qu'ils sont plus disponibles pour Berne. Il ne lui a pas fait signer une clause. Si jamais je change de club, et que j'ai un nouveau rôle. De CSO, faudrait-il le rappeler quand même, messieurs. C'est un bon joueur après ça, un bon petit joueur. Très bon petit joueur là. Il faut quand même dire que Raffiner a rappelé les joueurs qu'il a signés pour dire que ça ne leur changeait rien qu'ils partent. C'est vrai. Si jamais. Tu dis ça, tu dis rien. Voilà. 5-0, messieurs, avec Zurich qui a un petit peu relâché la pression en troisième période. Et c'est le capitaine de Rapperswil, Andrew Rowe, qui va marquer le but et empêcher surtout un certain Weber de signer, pourquoi pas, un blanchissage dans cette soirée. Petite déviation, là aussi, dans le slot sur ce tir de Sataric. Pas qu'à des yeux. Là, quand on vous dit mettre du trafic, là, ça ressemble à ça. Voilà. Complètement inarrêtable pour le gardien, là, c'est clair. Il y avait 4 gars dans la ligne de shoot. Au dernier moment, tout le monde s'est enlevé, pauvre gardien. Et Prassel, on va le retrouver pour son doublé de la soirée. Il va aller récupérer ce puck. Merci, au revoir. En plus, qu'on la gourde gigue comme ça. Ah, ça c'est encore plus spectaculaire. Hein? Regardez. Non, mais il ramène son puck, c'est une super feinte, regardez. C'est un gamin c'est un jeune qui a un excellent, très fluide au patinage. Bon gabarit aussi, un grand sec, comme on dit, mais quand il va mettre un peu de chair autour de l'os, à 23-24 ans, quand il va épaissir, là. Ouais. Et finalement, Egli qui va marquer le but, le deuxième, pour sa statistique personnelle. 6-2, score final, merci, au revoir. 33-32 au niveau des shoots, quand même, c'est un peu équilibré. Troisième période, quand vous venez 5-0, on relâche un peu la pression. Mais j'ai envie de dire, Zurich a quand même passé une petite soirée tranquille. Et un petit match tranquille pour 3 points de plus. Messieurs, on va passer au gros morceau de notre soirée. C'est évidemment le derby lémanique entre Lausanne et Genève-Servette. Un match qui a été très intéressant à suivre, notamment durant ces 20 premières minutes de jeu. Il faut dire que l'ouverture du score, finalement, Alain Miéville, très tôt dans cette partie, avec ce but de Linus Marc à 5 contre 4 sur la première punition de Denis Malguin. Il a eu un petit peu froid d'ailleurs, un 2+10. Alors on sait parfaitement les débats, on va dire ça comme ça. C'est ça. C'était une punition un peu sévère à mon avis, de +10.
Mais par contre, après, Genève a très bien joué. Tom Ernest qui shoot sur la canne de l'attaquant, le rebond parfait pour Omar qui marque, qui n'a pas l'habitude de louper ça normalement, donc ça a bien lancé le match. Et puis après, Lausanne, on verra qu'ils vont marquer pratiquement le même goal. Oui, avec surtout des Lausannois, Laurent, qui ont su, j'ai envie de dire, réagir quand même rapidement, prendre le match petit à petit à leur compte et devenir meilleurs finalement sur la fin de période. C'est vrai que c'était un match de bonne facture technique, on va dire, mais Lausanne a, je dirais, globalement dominé ce match, et surtout à 5 contre 5. Et ils ont repris l'avantage, on va voir bientôt 2-1. Mais ils auraient dû justement creuser un peu plus le score pour se mettre à l'abri. On a vu en plus que les clous étaient bien présents dans la cage, puisque là il fait un énorme save justement sur cette très belle action que Stéphane avait décrite si vous étiez avec nous et analysé. Mais 2-1, en effet, Lausanne va prendre l'avantage dans cette première période. Là aussi à 5 contre 4, c'est Kellins qui va finalement récupérer ce puck en bécane, qui va pouvoir tromper Gauthier des Clous, qui n'y pouvait pas grand-chose. 2-1, on a été étonné, et Stéphane l'a relevé, Alain, de l'état de forme, on va dire, du Lausanne Hockey Club, qui était très en jambes ce soir. Oui, tout à fait. Les deux premiers tiers, c'était clairement la meilleure équipe sur la glace. Pour avoir vu les deux derniers matchs aussi, Lausanne ne mérite pas de perdre ce soir. Les deux derniers matchs non plus, simplement ils n'arrivent pas à faire ce petit plus pour qu'ils prennent 2 buts d'avance. Puis après, c'est des erreurs individuelles, de la discipline, et puis ça leur coûte les matchs. Manque d'efficacité, Stéphane, il n'y aura pas de but dans la deuxième période, finalement. Ce petit truc qu'ils réussissaient à chaque fois à faire en début de saison, là, ils ont un petit peu plus de peine. Bon, il y a l'accumulation des matchs aussi. On a eu 4 matchs en 5 soirs, 5 en 7. Voilà, puis il y a eu le COVID, etc. Mais je les ai... Mardi à Bienne, ils étaient horribles. Horribles. D'ailleurs, on l'a dit, ça, c'est un match à oublier. Perdre que 2-1, finalement. Pas démérité. Et puis là, c'est 3 défaites de suite en prolongation. 3 fois en prolongation. Donc, c'est comme s'ils avaient gagné un match sur les 4. Ça fait 3 points sur 12. Mais le petit truc qui tournait pour eux, on sentait que tout roulait dans l'or, que les étoiles étaient alignées en début d'année. Là, ça a été un peu moins ça cette semaine. Mais comme McTavish a dit, on joue pas si mal. Il a dit en avant-match, en entrevue, on joue pas si mal que ça. Donc, il n'était pas si négatif avec son équipe lors des 2 derniers matchs, en oubliant celui de Bienne, qui dit, écoute, on était totalement absent, on revenait, on n'était pas en forme. Et voilà, mais écoute, à un moment donné, sur une saison, c'est ça. Tu peux pas toujours... la pièce de monnaie, elle ne tombe pas toujours de ton côté. Ah oui, c'est surtout aussi Genève qui a su tourner la pièce de monnaie finalement dans la 3e période, déjà, pour égaliser. Parce qu'avant cela, il y a eu des signes annonciateurs, dira-t-on, avant cette égalisation, avec surtout ce double poteau. Regardez ça, pam! Alors, l'action se poursuit, on doit attendre évidemment l'arrêt de jeu avant d'aller regarder finalement à la vidéo. Et là, on peut dire, regardez Tobias Stéphane qui touche ce puck, vraiment qui l'effleure de sa crosse. Et là, on se dit, ouh, Lausanne, le facteur chance est là, Laurent, finalement, parce que là... Là, c'est vrai que c'était... on a pensé, même le commentateur a annoncé qu'il y avait but sur l'action. Mais non, c'est juste sur la ligne. Et là, c'est vrai que Lausanne a été sauvée, on va dire, de peu par le poteau. Et donc, c'était un fait annonciateur de la suite. Et puis il faut rappeler, Stéphane, et tu le fais très bien à chaque fois, que la caméra qui est au-dessus du but, attention à l'effet aussi. Elle est fait parallaxe. Mais là, quand le puck est sur la glace, ça c'était visiblement le cas. Si la puck est en contact avec la glace, il n'y a pas d'effet parallaxe. Ou très peu, la hauteur du puck. Donc vous pouvez vous fier à la ligne. Donc si le puck est sur la glace et il touche la ligne, c'est qu'il touche la ligne. Quand il est dans les airs, il peut paraître dedans, alors qu'il n'est pas forcément dedans. C'est l'effet parallaxe parce que la caméra, elle est devant en angle. Elle est à peu près au milieu de la peinture bleue du gardien. Avec l'effet parallaxe, j'ai l'impression qu'on est dans un spot de pub bientôt. Oui, ça fait cool, l'effet parallaxe, ça fait déodorant un peu. Terrible. Allez, on va voir l'égalisation surtout de Genève Servette, qui ne va pas manquer l'aubaine à 5 contre 3 et qui va marquer par inévitable Linus Marc, mais c'est surtout 5-3. Est-ce que Lausanne a payé son indiscipline à Amiéville finalement dans cette 3e période quand même? Beaucoup de punitions. Clairement. La pénalité sur Marty, elle est sévère, mais après, on sait qu'il ne reste pas 10 minutes, même moins de jeu. On doit se taire sur le banc. Ils se prennent 2 minutes, 5 contre 3. Là, ils encaissent. 5 contre 3 qui est très très bien joué. Mais par contre, après, ils reprennent encore des 2 minutes bêtes par la suite.
Kellner, malchanceux évidemment sur cette action, parce que c'est lui qui pousse le puck au fond. Et finalement, Lausanne, qui aurait presque pu perdre en 60 minutes, hein, Laurent, il ne faudrait pas l'oublier, parce que là, Tobias Stéphane, il est vraiment sauvé par son montant, une nouvelle fois à Saint-Ponto. Oui, exactement. Ils reprennent deux pénalités, ils se retrouvent en position de 5 contre 3 encore, et encore un bon jeu. C'est vrai que Genève a un très bon powerplay avec Omar et Winnick et Tom Ernest et Tom Ernest et Vermi. Non, ils ont des beaux joueurs. Donc, c'est des choses à pas faire, mais ils ne se sont pas mis à l'abri avant, et donc ils pouvaient s'exposer à ça à Lausanne. 4e prolongation en 5 matchs pour le Lausanne Hockey Club qui va mordre la poussière avec cet éclair de génie signé Tanner Richard. Merci, au revoir. Il lève la tête. On a 2 passeurs à Améville. Tu nous as dit pour la soirée, moi j'aurais passé. Là aussi, tu l'aurais passé, t'es d'accord? Non, c'est magnifique ce but. C'est ce que je disais pendant le match. J'ai dit des fois, il fait des conneries, mais là, c'est juste magnifique ce qu'il fait. J'ai beaucoup aimé ça. J'aime beaucoup sa feinte. Vous avez vu, il ramène le puck proche de ses patins. Hein? Vas-y. Il ramène l'approche proche de ses patins, il fait fin de la mettre derrière, et puis le défenseur a mordu à l'hameçon. Alors, justement, je vais revenir, c'est pas un défenseur, c'est Gibbons. Et visiblement, il est plus à l'aise à l'attaque, parce que là, il paraît vraiment mal. Il a sa canne qui est au début là, après elle est en l'air, il essaie de le taper. Il a pas de gap, il est flat foot, quoi. Pas de canne. Il a pas de canne, il a tout ce qu'il faut pas faire. Et Richard s'en est bien amusé. Ouais, mais ça, c'est souvent le cas. On met souvent 2 attaquants défenseurs en prolongation. Voire même trois attaquants. Il y a 3 attaquants de temps en temps, mais ça, c'est un peu plus risqué. Ah, mais il a bien vu, certainement, Tanner Richard. Il s'est dit, oula, j'ai pas un défenseur de métier en face de moi, je vais tenter le coup. Et bien lui a pris, puisque ça a réussi. On va écouter tout de suite une réaction du côté de Genève Servette après cette victoire. On va écouter celle du capitaine Noah Rod. Noah Rod, victoire en prolongation ici à Lausanne. Après un match contre Rapperswil à domicile où vous aviez offert beaucoup trop d'espace, on a eu un peu peur pour vous au premier tiers. Vous avez finalement bien corrigé le tir. Non, c'est clair que le match contre Rappi, c'était plus du bago-bago qu'un match de Liga. Mais je pense que ce soir, défensivement, on a rectifié le tir. On a été plus solide dans les 3 zones. Et puis voilà, c'est toujours bien de gagner un derby, on le sait. Donc voilà, ça fait du bien. Un petit mot sur une action un petit peu, ce puck que vous envoyez contre le poteau qui longe la ligne. Comment vous avez vécu ce moment? Un peu de déception, c'est clair. Je veux dire, il y a le goal qui est ouvert, j'essaie de la mettre dedans. Après, le puck, il longe la ligne. Voilà, c'est un peu de malchance. Mais voilà, c'était bon pour le momentum du match. Ça nous crée une grosse occasion. Puis voilà, après, le puck qui traverse pas la ligne, ça, je peux pas faire. Vous êtes bien rattrapé avec votre but en prolongation. Exactement, ouais. Jolie page de... Ouais, Richard, il a fait un sacré boulot. On sait de quoi il est capable quand il se met en action, donc c'était bien. Merci Noah. Merci à toi. Voilà pour cette réaction du capitaine de Genève Servette. Évidemment, changement de décor du côté du Lausanne Hockey Club. On va écouter Aurélien Marty. Aurélien Marty, une défaite en prolongation, encore une, on peut dire. Vous aviez remis Berne dans le match hier alors que vous meniez largement, vous dominiez votre sujet. Même chose ce soir, Lausanne semblait parti pour gagner ces 3 points et une nouvelle fois crever au poteau. Ouais, on crève au poteau comme tu le dis. Je pense qu'on a quand même des petits regrets à avoir sur les 3 défaites en prolongation. Je veux dire, Lugano... Berne, et puis ce soir on avait le match en main, on avait tout pour bien faire et puis ramener les points à la maison. Voilà, on n'a pas réussi à le faire. Maintenant on est dans une petite période de turbulence. On a eu une grosse semaine avec beaucoup de matchs, on n'a pas réussi à engranger beaucoup de points, mais voilà, il faut continuer à travailler. Il y a encore beaucoup de matchs et puis c'est encore long. Oui, il y a beaucoup de matchs. On sait que les joueurs préfèrent jouer que s'entraîner. Ça, c'est assez certain. Maintenant, il y a la fatigue qui peut rentrer en ligne de compte, mentale et physique. Est-ce que dans ce 3e tiers ce soir, et toutes ces pénalités concédées, c'est une conséquence de cette fatigue? Ouais, je pense qu'on a quand même dû dépenser pas mal d'énergie en box-play. On a quand même, bien joué sur la fin. On prend un goal sur je ne sais pas combien de pénalités on a pris ce soir, mais ouais, c'est dur à encaisser. On sait que Genève, ils ont un gros powerplay avec des joueurs clés qui fonctionnent bien. Ma foi, ouais, c'est à nous de régler ces petits détails, de faire plus attention sur les fins de match quand on mène au score pour pas donner la chance à l'adversaire de revenir au score. Et puis, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire ce soir. Merci Aurélien. Merci. Bonne soirée. Pareillement.
N'empêche, 4e défaite de suite du Lausanne Hockey Club. On sait que du côté de la direction du LHC, Stéphane, on a tendance à réagir peut-être parfois avec un peu d'émotion. 4 de suite. Un entraîneur qui est menacé ou pas? J'ose espérer que non. Là. On va se calmer un peu. Là. Quand même, c'est une défaite 2-1 comprenable à Bienne, je l'ai dit tantôt. Comprenable. Ils n'ont pas été débordés, même s'ils étaient vraiment fatigués mardi. Les trois matchs, c'est 3 courtes défaites en prolongation. J'ai tellement là contre Lugano. Lugano a joué un excellent match, c'était équilibré. Hier à Berne, on le perd sur le fil, un peu manque de concentration mentale. Tu parlais de Grossman en fin de match qui vise la cage, dégagement interdit, engagement dans la zone de défense, erreur mentale. Là, aujourd'hui, c'est quand même pas catastrophique. J'ose espérer que non, mais on sait que Peter Svoboda est un homme émotif. On le sait, c'est pas nouveau, hein? Tout le monde le sait, les joueurs le disent, etc., qui est très sanguin. Lui-même l'avoue. Moi, il m'a déjà dit, je suis très nerveux durant les matchs, très émotif, mais il dit, je me calme rapidement. Il me l'a dit à moi, ça. Donc, au moins ça. Mais j'ose espérer que non. On sait qu'il y a eu des tensions entre McTavish, beaucoup de rumeurs qui viennent de partout qui disent qu'il y a eu des tensions entre le staff d'entraîneur et Svoboda parce qu'il est émotif. Il y a eu des désaccords, mais j'ose quand même pas espérer... quand même pas déconner, là. Lausanne a un petit moment de mou qui peut s'expliquer. J'espérais que non, mais je ne suis pas le patron. Hein. Messieurs, non. On verra. Rien va nous surprendre quand on voit tous les joueurs qu'il a pris au début qui sont repartis. Avec ce qu'on entend, comme Stéphane vient de le dire, on verra. Je ne pense pas, mais on ne sait pas. Ils n'ont pas besoin d'un choc psychologique. Non, en tout cas, il faudrait pas. Pour moi, il ne faut pas le faire. Non. Alors après, est-ce qu'il va le faire, ça c'est autre chose. Mais ça n'a aucune raison de faire ça, vu le niveau de Lausanne. Il leur manque quand même. Barberio était blessé aujourd'hui. Ouais, Barberio qui était blessé. Il leur manque quand même des gros joueurs majeurs. Donc, non, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas péril dans la demeure. Zurich a eu une passe difficile à un moment donné. Elle a perdu 3-4 matchs dessus. Toutes les équipes ont une passe difficile, sauf Fribourg cette année. Messieurs, dernier match de la soirée. Merci pour vos réponses. On va passer à Ambry-Berne. On sait que c'est toujours très difficile d'aller jouer à la Valachia. Et pourtant, Berne s'en est sorti cette fois. Ça ne s'est pas terminé au tir au but ou en prolongation. Berne s'est imposé 4-1. On va voir comment, même si c'est une chire qui va ouvrir le score. 2e minute de jeu très rapidement sur ce bon travail, notamment de Trisconi pour cette ouverture du score. À noter que c'est Karunen qui défendait la cage du côté du CP Berne. C'est une belle passe, bon shoot direct. Par contre, Berne, là, au forecheck en zone neutre, ils ne sont pas au top. Hein. Mais ils ne vont pas douter longtemps, les Bernois, parce qu'à 5 contre 4, c'est Tristan Chervet qui va pouvoir égaliser Pestoni, Praplan au niveau de la construction de cette action. Bon. Très belle construction. Ça a bien circulé le puck et c'est un beau but. Ouais, la passe qui traverse la boîte. Dans les deux sens. Ça passe dans un sens, ça repasse dans l'autre. Là, c'était propre. Ouais, puis Chervet qui peut prendre son propre rebond pour l'égalisation. 1 partout, donc, à la 5e minute de jeu. Rien ne sera marqué dans cette première période. On sera en 2e période. On est au début de celle-ci. Supériorité numérique pour le CP Berne. Anderson au tir, peut-être déviation de Moser ou pas, à vérifier à minuit. On va regarder ça à la loupe pour savoir de quoi il en retourne. En tout cas, un Simon Moser qui retrouve un peu ses esprits. Moi, j'ai envie de dire à Miéville. Il est dans son bureau et il retrouve son efficacité un peu quand même. C'est ce que j'allais dire. Il retrouve son bureau. Hier soir, il marque le même goal. Là, il marque là. C'est un shoot. Il aime être là. Il aime prendre les rebonds à cette place-là. Et puis, il est efficace comme ça. Et tu l'as dit, hein, il marque finalement l'égalisation contre Lausanne. C'est un point. Là, il marque le game-winning goal finalement 2-1. Et c'est 3-1 Olofsson. Steph, Olofsson, franchement, bonne pioche quand même du côté de Berne. Olofsson, je vous rappellerai qu'on ne le voyait pas beaucoup jusqu'à cette semaine. Parce que qui c'est qui est arrivé? T'as Conacher. Qui c'est qui est arrivé? Conacher est arrivé, donc il fait revivre notre ami Jeffrey, qui n'était pas si mal quand même, mais qui était un peu tout seul. Puis Olofsson, c'est un ailier. Et puis voilà, donc si vous ajoutez Conacher, depuis que Conacher est là, on ne va pas dire que c'est 3 victoires. On a gagné contre Langnau, on a gagné contre Lausanne, on a gagné ce soir. Bon, Langnau et Ambry. Vous allez me dire peut-être qu'il arrive au bon moment. C'est vrai que Berne faisait quand même des choses pas si mal que ça, était mal payé, on l'a dit plusieurs fois.
Mais ils ont gagné des matchs qui devaient gagner. Langnau et Ambry, vous allez me dire, OK, bon, ben... Et ils repassent devant, ça les fait repasser devant Ambry, je crois, au classement Berne. Maintenant, ils sont 10e et ils sont en pré-playoff. Ils étaient repassés au-dessus de Langnau, faut-il le rappeler. Et finalement, ils gagnent 2 places dans cette semaine, c'est bon pour le moral, comme on dit, bien sûr. Mais c'est vrai qu'un premier bloc avec Jeffrey, Olofsson et Konecker, ça a quand même un autre standing, un petit peu plus proche des standards du CP Berne, dira-t-on. Puis on met Jeffrey au centre. Jeffrey, c'est un joueur de centre naturel. Il était à l'aile à un moment. Là. On avait mis Praplan aussi au centre, à la deuxième ligne. Là. J'ai de la peine à comprendre, mais il y en a deux joueurs d'Ambry. Ambry, c'est vraiment compliqué. J'étais au match à Fribourg hier, je l'ai commenté. Il y a 2 joueurs. Brenton Perlini, qu'on allait chercher, c'est un étranger. C'est un gars qui a été prêché 12e au total par Phoenix. Il a joué des matchs à NHL. Bon, c'est un moment qu'il n'a pas joué, le garçon, mais il est perdu complètement. Honnêtement, perdu. Nettinen, il est revenu, là, on le voit pas. Nettinen, hier, en deuxième période, j'ai dit à Régis qui commentait avec moi, je dis, il a joué en première période, Nettinen? Il me semble que je t'ai pas entendu prononcer son nom. À voir ce que ça va donner, mais en effet compliqué pour Ambry en ce moment. Messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. La 3e étoile, elle va être pour toi, Stéphane, parce que c'est quelqu'un que tu apprécies, je le sais, c'est Prassol du côté de Zurich. Oui, c'est un bon jeune joueur qui a été formé du côté de Zurich. Il a joué aussi avec les équipes nationales. C'est un bon attaquant, bonne vision du jeu, fluide au patinage. Quand il va prendre un peu de force physique, parce qu'il est encore un peu gringalet, là, c'est un joueur qu'on va entendre parler longtemps. La 2e étoile de la soirée, puisqu'il est auteur d'un doublé, il a fait un triplé hier, c'est Linus Marc. Pas toujours finalement Alain très impliqué parfois dans le jeu défensif, mais offensivement, bien sûr, pas grand-chose à lui reprocher. C'est ça, il fait un peu la pluie et le beau temps à Genève. Quand il shoot il marque souvent. Ça aide l'équipe et ce soir, pas les 2 buts, mais il fait partie des... Il a fait des erreurs sur les 2 buts de Genève. Il prend la 2 minutes, il fait une erreur en zone neutre, mais il a marqué 2 goals. Il a marqué 2 goals et Genève s'est imposé. La première étoile de la soirée, auteur d'un doublé. Là aussi, c'est la soirée des doublés. Yannick Heron, Laurent Meunier, qui sort de sa boîte au bon moment pour Fribourg ce soir. C'est tout à fait, il fait un bon match, il met ses 2 buts et il permet à Fribourg de gagner 3 points encore. Et Fribourg qui a un bon rythme de croisière, qui engrange des points, et qui se dirige tout doucement vers un top 4 du championnat. Donc très belle saison pour Fribourg. Absolument, messieurs, il est temps de récapituler les résultats de cette soirée de National League. Il y avait 5 matchs au programme avec 2 affrontements entre les clubs romans. Mais avant cela, rappelons que Berne s'est imposé 4-1 face à Ambry, Fribourg sur le même score face à Bienne. Le carton de la soirée, il est pour Zug, 7-2 face à Davos. Zurich sans souci face à Rapperswil, 6-2. Et la victoire après prolongation dans le derby lémanique pour Genève face à Lausanne, 3-2. Au classement, Zug leader, 10 points d'avance sur les LSC Lions. Fribourg a également joué et gagné. Lugano reste 4e, mais sans avoir joué. Lausanne, Genève, 59 points avec presque le même nombre de matchs. Puis on retrouve Davos désormais sous cette première barre, 7e avec 59 points, bien un petit peu plus loin, mais 3 matchs de moins. 56, c'est quand même très serré finalement entre ces équipes. Et puis Berne, tu l'as dit, Laurent, qui passe 10e, donc à 32 matchs, 34 points. Quand on sait que Berne en a peut-être encore sous le pied justement pour les recruter dans les derniers instants du mercato, on va voir ce que ça pourra donner. On jouait en Swiss League aussi. Les résultats de la soirée de Swiss League avec les Ticino Rockets qui se sont imposés 3-2 face à Viège. Holton sans souci face au Getseka 5-0. Sierre qui bat la Lanterne Rouge 5-2. Zug Academy qui subit la loi du HC à Joie. Attendez, je vais ouvrir les yeux. 10-2, ouais, alors ça en effet. Score de baby-foot. Et puis Langenthal a battu la Chaux-de-Fonds dans un match serré après prolongation et Turgovie. Surprise aussi qui s'impose 4-1 face à Cloton. Cloton, leader, 2 petits points. Attention à jouer à 2 rencontres de moins. Langenthal avec 81 points. Puis un petit peu plus loin, on retrouve toujours Sierre qui s'accroche à sa 4e place, 72. Turgovie 63, Holton 61. Et la Chaux-de-Fonds, 2 matchs de moins, 55, qui sera aussi à la lutte pour cette fameuse 6e place. On arrive maintenant au moment du virtuel avec l'E-National League. On va faire un petit point. Ça jouait bien sûr jeudi, le match que vous avez pu suivre sur MySports Pro. Et c'est Fribourg qui s'est imposé 7-5 face à Davos, avec notamment des buts de Sprunger ou encore de Desharnais qui ont fait la différence.
Fribourg-Gotteron qui s'impose. Le carton de la soirée pour le leader, 12-1 dans le choc des extrêmes face à Langnau. La victoire de Fribourg, on l'a vu, celle de Genève-Servette, 4-3 face à Ambry, Piotta et Bienne. Lourde défaite, 12-3 face aux ZSC Lions. Au classement, ça nous donne ça. Lausanne, solide leader, facile, 22 points. On retrouve les ZSC Lions. Fribourg, Ambry, Genève, Zoug. Ça, c'est un petit peu la grosse différence, on va dire, entre le virtuel et le réel. Et puis, on retrouve Bienne, 10e de ce classement. Vous savez presque tout, mais avant cela, avant de vous donner les rendez-vous, on va remercier bien sûr nos invités. Merci Laurent Meunier, merci Alain Miéville de nous avoir accompagnés lors de cette longue soirée. Stéphane, le prochain rendez-vous, c'est pas de la National League parce que ça joue pas demain. C'est dimanche, on se repose. Par contre, lundi, gros match et grosse soirée de Swiss League avec évidemment le derby entre Ajoie et Chaux-de-Fonds à suivre avec l'entourage studio. D'ici là, merci à toute l'équipe technique. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.